Bonjour. Alors, on va commencer maintenant la section 2.2 sur la réflexion. Alors, pour introduire les sections, je vais souvent présenter une illustration avec une question pour justement pour amorcer un questionnement par rapport à cette matière-là. Parce que des fois, on peut voir des choses puis dans un cours puis se demander bon, à quoi ça sert ça finalement ou c'est quoi l'idée d'étudier ça, c'est quoi l'intérêt d'étudier ça. Euh, alors, c'est un peu ça l'idée de ces illustrations-là, ces questionnements-là. Je pose une question et souvent pour répondre à la question, on a besoin de la matière de la section. Donc, c'est ça, c'est pour initier l'intérêt sur le sujet. Donc, euh, si- je vous présente ici un portrait d'Édouard Manet euh, qui s'appelle Le bar aux Folies Bergères. Et vous voyez que cette scène représente une fille qui est dans une fête ou dans une réception, visiblement. Et on voit qu'il y a présence de miroir parce que on voit la réflexion de la dame qui est ici. Alors, pourtant, même si on voit la réflexion, il y a des distorsions à la réalité qui sont présentes sur le tableau. Alors, pourriez-vous me dire quelles sont les distorsions de la réalité qui donnent une atmosphère troublante à cette scène? Parce qu'effectivement, on voit que l'artiste a voulu créer une atmosphère troublante. Juste à regarder le visage de la dame, on voit que son visage n'est pas particulièrement joyeux. Euh, alors, pourriez-vous identifier quelques déformations de la réalité par rapport aux réflexions de la lumière sur cette scène-là? Alors, prenez quelques secondes pour y penser. Faites pause si vous voulez. Une première chose, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, euh, dans le fond, le miroir, si on se fie à la foule ici qui est derrière, ça veut dire que le miroir serait derrière elle. Si le miroir est derrière elle, donc autrement dit, le miroir est sur le mur ici, euh, à ce moment-là, sa réflexion ne devrait pas se trouver là. Comprenez-vous ce que je veux dire? La réflexion devrait être derrière elle directement et non pas euh, comme, plus à droite, comme c'est représenté ici. Autre chose, la réflexion des bouteilles ici. La réflexion des bouteilles est représentée pour ces deux bouteilles-là, mais les quatre bouteilles qui ont là, avec le doré ici, ces bouteilles-là sont pas illustrées sur la réflexion. Euh, Puis le monsieur qui est ici, ce serait comme nous en quelque sorte, parce que c'est comme la personne qui fait face à la dame. Bref, c'est des petites distorsions, un petit jeu pour commencer la section. Donc, tout ça pour dire qu'on va parler dans cette section-là de la réflexion sur un miroir plan. Il y a deux types de réflexion. On a la réflexion diffuse. Dans une réflexion diffuse, on a une surface qui est en fait, disons, qui n'est pas tout à fait lisse. C'est une surface, en fait, une surface normale. Donc, prenez par exemple la surface d'un mur, la surface d'une table, votre main, etc., ou une surface de papier. Ce sont tous des surfaces qui vont produire une réflexion diffuse parce qu'ils ne sont pas parfaitement lisses. Donc, si vous avez des rayons qui arrivent comme ceci, même si les rayons sont tous parallèles en arrivant sur la surface, ils vont tous être réfléchis à des directions différentes, voyez-vous? Alors ça, c'est signe qu'on a affaire à une réflexion diffuse. Tandis que dans le cas d'une réflexion spéculaire, les rayons, s'ils arrivent tous parallèlement entre eux, eh bien, ils vont tous être réfléchis parallèlement entre eux. Alors ça, c'est parce qu'on a une belle surface ici qui est parfaitement lisse. Que je dis parfaitement lisse, c'est jamais parfait dans la réalité, mais en fait, pour être plus précis, c'est une surface où les imperfections que vous avez ici sur la surface, vont être plus petite que la longueur d'onde de la lumière. Mais bon, on n'a pas encore vu qu'est-ce qu'est la longueur d'onde, donc je ne vais pas aller plus loin pour l'instant là-dessus, à ce sujet-là. Mais en chapitre 3, même en fait en chapitre, quand on va faire le chapitre 1, on va voir en détail la notion de longueur d'onde. Mais bref, il faut que les imperfections soient très petites. Donc pour de la lumière visible, ça prend des imperfections de l'ordre du micromètre. Donc, autrement dit, les imperfections sont très, 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 très petites, minuscules. Donc, on peut dire à tout sympathique, c'est comme s'il n'y avait pas d'imperfection. La surface est comme
très très lisse. Alors, pouvez-vous me donner un exemple où va se faire de la réflexion spéculaire, où on va avoir finalement un reflet, autrement dit. Les réflexions spéculaires, c'est ça qui va créer le reflet. Donc, je pense que vous avez déjà des idées en tête. On peut penser par exemple au miroir. On peut penser aussi à une surface d'eau calme. On pourrait penser aussi à une vitre. Même on pourrait penser à un plancher qui est poli, là, qui est ciré. Alors, bref, c'est ça, des surfaces ou des fois une pellicule de plastique ou encore une surface d'aluminium. Donc, ce sont des exemples de réflexion spéculaire. Des surfaces qui vont donner lieu à de la réflexion spéculaire. Puis la réflexion diffuse, je l'ai dit tout à l'heure, donc ça va se produire par exemple sur de la peau, sur une feuille de papier, sur un mur, etc. Sur une surface ordinaire, en fait une surface non réfléchissante. OK. Si la réflexion spéculaire, on peut prédire la direction que prendra le rayon réfléchi. C'est la loi de la réflexion. Donc, si vous avez un rayon incident qui arrive ici, vous pouvez prédire que le rayon, vous pouvez savoir tout de suite vers où va aller le rayon réfléchi, il va aller par là. Alors, ce que dit la loi de la réflexion, c'est que ici, il est écrit θ1, mais nous autres, dans le cas du cours, on va l'appeler θ tout court. Ce qu'on va appeler l'angle d'incidence. Alors, l'angle d'incidence est égal à l'angle ici, qu'on va appeler l'angle de réflexion. Alors, lui, on va l'appeler θ', tout simplement. Donc, autrement dit, l'angle d'incidence ici est égal à l'angle de réflexion ici. Donc, autrement dit, sous forme d'équation, on peut dire que θ égale θ'. Pas compliqué. Peut-être l'équation la plus simple de la physique, selon moi. C'est dur de faire plus simple que ça. Donc, θ égale θ'I, angle d'incidence égale angle de réflexion. C'est assez logique, là. Il n'y a pas de raison pour laquelle le rayon partirait comme dans une autre direction, là. C'est assez intuitif, là, que l'angle de... un peu comme, si vous envoyez une rondelle sur une bande, ben, elle va repartir dans la direction suivant la loi de la réflexion aussi. Donc, c'est assez intuitif. L'angle θ est toujours mesuré par rapport à la normale. Donc, en optique, on ne mesure pas les angles par rapport à la surface. On mesure les angles toujours par rapport à la normale. Donc, pour vous rappeler, la normale, c'est une droite, en fait. Le nom complet, c'est la droite normale. Mais pour faire ça plus court, on dit normalement juste la normale. La normale ou droite normale. J'ai écrit mal, peu importe. Donc, vous avez ici la droite normale, c'est la droite qui va arriver perpendiculairement à la surface. Donc, d'ailleurs, si vous vous rappelez bien de votre cours de mécanique, c'est le mot normal, c'est un mot qui veut dire perpendiculaire. Dans son sens mathématique, normal veut dire perpendiculaire. Donc, je parle du cours de mécanique parce que dans le cours de mécanique, on avait la force normale, si vous vous rappelez. Et la force normale était toujours perpendiculaire à la surface qui la produisait. Donc, c'est la même définition du mot normal. C'est juste qu'ici, ce n'est pas une force, c'est juste une droite. Mais c'est une droite qui est perpendiculairement à la surface, qui arrive perpendiculairement à la surface. Donc, un superbe exemple de réflexion spéculaire ici. Vous avez la réflexion du manoir qui se fait dans la surface d'eau calme. Donc, on a une belle réflexion spéculaire qui se produit. Donc, là, ça, c'est bien beau dire dans quel sens un rayon va être réfléchi. Maintenant, ce qui serait intéressant aussi, c'est de dire où va se faire l'image. Donc, ça, c'est... on va comme une étape plus loin. On se demande si on a un objet qui se trouve, mettons, ici. Donc, un objet, par exemple, une petite ampoule. Imaginez qu'on a une petite ampoule ici, au point A.
Et on se demande où va être l'image de cette ampoule-là. Alors, pour trouver ça, ce qu'on fait, c'est qu'on part des rayons, on fait partir des rayons de l'objet. Alors, vous voyez, les rayons ici sont dessinés en rouge, les rayons de lumière. Alors, vous avez un rayon qui arrive ici, mettons, sur le haut du miroir. Et là, on pourrait, bon, tracer la droite normale ici, appliquer la loi de la réflexion. Et là, on a l'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Ça nous permet de dessiner le rayon réfléchi. On fait la même chose pour un rayon qui arrive, mettons, à ce point-là. C'est des rayons arbitraires en passant. Les trois rayons qui ont été dessinés, c'est des rayons arbitraires. On aurait pu dessiner n'importe quel rayon. Okay? C'est vraiment un exemple ici. Alors, on a dessiné un deuxième rayon ici qui arrive là. On trace la normale, on trouve l'angle d'incidence. L'angle d'incidence égale l'angle de réflexion. Ça nous permet de tracer le rayon réfléchi. Donc là, on a un premier rayon réfléchi qui est là, et on a un deuxième rayon réfléchi qui est là. L'image va se faire à l'endroit où les rayons réfléchis se croisent. Si vous remarquez, les deux rayons réfléchis ici ne vont jamais se croiser parce qu'ils divergent. Divergent veut dire qu'ils vont en s'éloignant. Plus ils avancent, plus ils s'éloignent. Donc, les deux rayons réfléchis dont on a parlé jusqu'à maintenant, ces deux-là, voyez-vous, ils divergent. Donc, ça veut dire qu'ils ne vont jamais créer une véritable image réelle. Par contre, ce qu'on peut faire dans ces situations-là, c'est qu'on peut prolonger les rayons vers l'arrière. Et voyez-vous, ici, on va les tracer en rayons pointillés. Voyez-vous qu'on trace les pointillés? Pourquoi des pointillés? Parce que ce ne sont pas des vrais rayons, ce sont des prolongements de rayons. Donc, par contre, ces prolongements de rayons-là, ici, vont se croiser à un point ici, et c'est là que va se trouver l'image. Mais ça ne va pas être une image réelle, ça va être une image virtuelle. Une image virtuelle. Pourquoi virtuelle? Parce que ce sont des prolongements de rayons qui se croisent et non pas des vrais rayons. Voyez-vous? Donc, image virtuelle, on va en reparler amplement de ça, mais ça veut dire simplement une image qu'on ne peut pas capter sur un écran. Donc, une image virtuelle, elle n'est pas vraiment issue, elle n'est pas issue de la croisement des vrais rayons. Il n'y a pas vraiment de la lumière réfléchie qui va se produire, qui va se trouver là. C'est juste une apparence d'image en quelque sorte. Autrement dit, une image qu'on peut voir, mais qui n'est pas vraiment là, en quelque sorte. C'est pour ça qu'on l'appelle virtuelle. Un peu comme si vous avez un ami virtuel que vous connaissez seulement sur le chat. Ben, en quelque sorte, il est là, vous pouvez parler avec lui, vous pouvez discuter, vous pouvez échanger des informations, mais en même temps, vous ne l'avez pas vraiment vu, vous ne savez pas vraiment c'est qui. Alors, c'est un peu la même, c'est juste pour faire une analogie, là. Donc, l'image virtuelle, c'est comme si elle n'est pas vraiment là en quelque sorte, ou en tout cas, on ne peut pas vraiment la capter. Mais par contre, on peut la voir à l'œil. Ça, c'est important. Une image virtuelle, on peut la voir à l'œil. Mais en réalité, la raison pour laquelle on peut la voir à l'œil, c'est parce qu'il va se produire une image réelle, mais sur votre rétine. On reviendra là-dessus plus tard, mais la raison pour laquelle on peut voir une image virtuelle, c'est qu'en réalité, il va se produire une image réelle de cette image virtuelle, mais sur votre rétine. Bref, on reviendra là-dessus à la fin du chapitre 2, quand on va parler de l'œil. Donc, l'image virtuelle créée par la prolongement des rayons. On a tracé aussi un troisième rayon incident, mais ce n'était pas nécessaire. Seulement 2 rayons sont suffisants pour trouver une image. Mais bon, juste pour rendre ça encore plus complet, on a fait un troisième rayon ici qui va être réfléchi dans cette direction-là. Puis lui aussi, si vous le prolongez vers la au même endroit, à l'endroit où se produit l'image virtuelle. Donc, quelles sont les caractéristiques? Je vais revenir sur la première question dans un instant, juste faire ces questions-là ici. Quelles sont les caractéristiques de l'image formée par un miroir plan? Alors d'abord, la nature de l'image. Alors, on a dit c'est virtuel. Alors, virtuel, moi, juste pour simplifier, je vais le simplifier avec un V comme ça, avec deux barres. Pourquoi? Parce que réel, tu sais, quand on parle réel dans le monde mathématique, on l'écrit comme ceci, là, pour parler, par exemple, d'un nombre réel. Donc, juste par analogie, je fais le V de la même façon pour en parler d'une image virtuelle. OK. La grandeur de l'image.
Ben, la grandeur de l'image, si vous regardez dans un miroir, est-ce que vous voyez plus grand? Est-ce que vous voyez plus petit ou vous voyez de la même grandeur? C'est dans un miroir plan, j'entends, un miroir normal, là. Un miroir plan, un miroir plat. Ben, j'imagine que vous avez déjà remarqué que vous voyez la même grandeur. Donc la grandeur, c'est la même que celle de l'objet. Le sens. Alors, si vous regardez dans un miroir, est-ce que vous vous voyez droit ou vous voyez à l'envers? Est-ce que vous voyez la tête en haut ou la tête en bas? J'imagine que vous voyez la tête en haut. Donc, le sens, l'image est droite. Euh, En passant, il y en a qui pensent que l'image d'un miroir, c'est inversé parce que, euh, mettons qu'on lève la main droite devant un miroir, on a l'impression que notre image lève sa main gauche, en quelque sorte. Mais quand vous faites ce raisonnement-là, vous vous mettez dans la peau de votre image. C'est comme si vous dites, je lève ma main droite, puis là, vous vous mettez dans la peau de votre image, puis vous dites, ah, mais c'est comme si mon image levait sa main gauche. Mais en vous mettant dans sa peau, vous avez fait dans votre tête une rotation de 180 degrés sur vous-même. C'est comme donc, en faisant cette rotation-là, c'est là qu'intervient l'inversion, en quelque sorte. Donc, en réalité, c'est pas la façon dont on parle en physique. C'est bel et bien une image droite. Ok? Ce n'est pas une image inversée que nous donne un miroir. C'est bel et bien une image droite, c'est-à-dire que quand vous levez votre main droite, mettons, ben, c'est la main qui est vis-à-vis qui lève. C'est pas l'autre main qui lève. Okay? C'est la main qui est vis-à-vis dans le miroir qui lève. C'est ça qu'on appelle une image droite. Vous voyez bel et bien la tête en haut et non pas la tête en bas. Si l'image est inversée, vous verriez la tête en bas. Okay? Euh, la position de l'image, ben, c'est la position, c'est à la même distance que l'objet, mais derrière le miroir. Donc, derrière le miroir, à la même distance du miroir que l'objet. Derrière le miroir, à la même distance du miroir que l'objet. Donc, si par exemple ici, on a la distance objet, on va l'appeler P, P minuscule. Je sais qu'au secondaire, des fois, pour la distance objet, on utilise par exemple des O ou d'autres symboles, là. Mais le symbole vraiment universel en physique, le vrai symbole pour une distance objet, c'est P minuscule. J'ai aucune idée pourquoi P, mais c'est ça. Et la distance image, le symbole qui est utilisé, c'est, encore une fois, pourquoi Q, je sais pas, mais c'est la lettre qui est utilisée. Euh, D'un autre côté, si on regarde ça, P et Q, c'est comme si les deux étaient un peu symétriques l'un par rapport à l'autre. Fait qu'en même temps, c'est peut-être une façon de se rappeler de ces symboles-là. Mais de toute façon, vous allez voir tellement souvent que vous n'avez pas besoin de trucs, là, ça va devenir naturel. Donc, P, c'est la distance objet, c'est-à-dire la distance entre l'objet et le miroir. Q, c'est la distance image, c'est-à-dire la distance entre l'image et le miroir. Donc, si on écrit ça mathématiquement, ce qu'on veut dire, c'est que la distance P est égale à la distance Q. Donc, on pourrait dire P égale Q. Par contre, l'affaire, c'est qu'on va avoir une convention de signes. Et quand on va avoir une image virtuelle, comme c'est le cas ici, on va avoir un Q qui va être négatif. Donc, dans ces situations-là, vu que le Q va être négatif, pour que l'égalité, puis le P, lui, va être positif, la distance objet, en fait, va toujours être positif dans toutes les situations, sauf quand on va arriver, dans certains cas, avec des systèmes de lentilles, mais ça va être beaucoup plus tard, plus loin dans le chapitre qu'on va parler de ça. Pour l'instant, on va toujours travailler avec des objets réels, on va toujours avoir une distance P positive. Donc, si vous remarquez, le P est positif, mais le Q, lui, doit être négatif. Pourquoi? Comme je vais revenir un peu plus tard là-dessus, vu que l'image est virtuelle, par convention, le Q doit être négatif. Donc,
pour que l'égalité soit vraie, il faut ajouter un moins ici pour inverser le signe, là, pour que les deux signes soient positifs. Autrement dit, si mettons le P, je donne un exemple, là, mettons que le P est de 10 centimètres. Donc si, mettons, mettons votre visage, mettons que l'objet c'est votre visage. Si votre visage est à 10 centimètres du miroir, ça veut dire que votre image va être à 10 centimètres du miroir. Donc, le fait que votre image va être à 10 centimètres du miroir, c'est ça ici, c'est le Q. Mais vu que c'est une image virtuelle que vous voyez, ben, c'est moins 10 centimètres pour le Q par convention. Donc, pour que l'égalité soit vraie, pour que l'égalité soit vraie, il faut ajouter un moins ici de façon à ce que les deux côtés de l'équation soient positifs. Comment est fait, je vais revenir à la première question ici de la diapositive. Comment est fait un miroir? Alors, ça, c'est rien de sorcier. En fait, un miroir, c'est simplement une surface réfléchissante qui est couverte d'une vitre. Donc, si ça peut vous permettre. C'est rien de très spécial ou très ésotérique, un miroir, là. Donc, évidemment, si on l'échappe, il n'y a rien de spécial si on casse un miroir, euh, normalement, il n'y a rien de spécial qui devrait se produire puisque c'est simplement une vitre, en fait, un miroir. C'est rien d'autre que ça. Donc, c'est une vitre qui recouvre une surface réfléchissante. Puis la surface réfléchissante, ça peut être, par exemple, simplement un papier d'aluminium, tout simplement. Une surface métallique comme un papier d'aluminium. Ça peut aussi être une peinture d'aluminium qui a été vaporisée sur une surface solide. Euh, donc, la couche de verre qui est par-dessus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait simplement protéger la vraie surface, la surface réfléchissante, qui est la surface d'aluminium, la feuille d'aluminium, par exemple. Il y a aussi des miroirs qui ne possèdent pas cette couche de verre. Par exemple, prenez du papier d'aluminium, mettez-le du côté qui est réfléchissant. Bien, vous avez un miroir. Et vous avez un miroir qu'on appelle première surface. Un miroir première surface, ça veut dire que la première surface que vous rencontrez, c'est la surface réfléchissante. Donc, si vous regardez un papier d'aluminium, ben, c'est ça que vous avez devant vous. Autrement dit, il n'y a pas un verre, il n'y a pas une couche de verre un peu parasite là, qui vient interférer avec vos rayons lumineux. La première surface que vous rencontrez, c'est la surface réfléchissante. Donc, c'est ce qu'on appelle un miroir première surface. On utilise ce genre de miroir dans les laboratoires. On aura peut-être même la chance de l'utiliser dans nos laboratoires. Mais par exemple, dans des laboratoires d'optique plus sophistiqués, on va souvent utiliser ce genre de miroir. Par contre, c'est extrêmement. La raison pour laquelle on ne l'utilise pas très souvent, c'est que c'est extrêmement sensible. Moindrement que vous mettez vos doigts dessus, alors là, il faut le nettoyer parce que ça va affecter la qualité de la réflexion. Ça va affecter la qualité optique parce que vous mettez du gras, donc des empreintes digitales, c'est du gras. Alors, vous venez d'abîmer la qualité optique du miroir. Alors là, il faut le nettoyer, mais il ne faut pas le nettoyer avec n'importe quoi. Si vous le nettoyez avec un Kleenex, vous venez d'abîmer le miroir. Donc, autrement dit, c'est extrêmement fragile. Et ça prend des tissus spéciaux là, pour être capable de nettoyer ces miroirs-là sans les abîmer. Il ne faut absolument pas nettoyer ça avec un mouchoir, par exemple. Donc, c'est pour dire que ces miroirs-là, c'est extrêmement performant au niveau optique. On se débarrasse d'espèces de couches de verre parasites qui vient comme un peu nuire aux réflexions, mais on a un instrument optique qui est beaucoup plus sensible, qui est beaucoup plus fragile, mais c'est approprié dans le cas, par exemple, d'un laboratoire universitaire. Pour ce qui est du champ de vision avec un miroir, je vous laisse l'expérimenter. Alors, faites l'expérience, prenez un miroir, mettez-vous devant un miroir plan et, mettez-le à hauteur de votre visage et éloignez-vous le plus possible. Regardez jusqu'où, de part et d'autre, à gauche et à droite, vous pouvez voir. Donc, votre champ de vision, jusqu'où dans la pièce jusqu'à quel objet vous pouvez voir dans le miroir. Et après ça, rapprochez vraiment votre visage du miroir le plus possible, puis regardez jusqu'où vous pouvez voir latéralement. Et faites l'expérience et écrivez, plus vous rapprochez du miroir, plus votre champ de vision est grand ou est faible. Alors, je vous laisse
l'expérimenter. Sur ce, on va prendre une petite pause et on va juste, au retour, on va terminer la section avec un petit exemple de calcul avec la loi de la réflexion sur un miroir plat. À tout de suite.